Bon, allez. Alors, on était dans un chapitre 4. La dernière, qui s'appelle voilà, fibré tangent, dérivée covariante. Donc, on avait montré que pour dériver une fonction C infini sur une variété différentielle, il y a besoin d'aucune structure supplémentaire. C'est la définition d'un vecteur. Un vecteur agit sur une fonction justement comme une dérivée directionnelle. Donc c'est en ce sens-là qu'un vecteur qui fait partie de l'espace tangent en un point P de M indique une direction. Donc c'est vraiment, le vecteur est défini par la dérivée directionnelle d'une fonction. On avait construit à partir des TPM, TM, l'espace vectoriel tangent, puis on s'était dit, ok, le fibré tangent, puis on s'était dit, maintenant on veut dériver autre chose que des fonctions sur une variété, puisque les vecteurs sont définis. On a défini un champ de vecteurs comme étant une section de TM, c'est-à-dire une section, donc le champ de vecteurs, c'est une section, vous vous rappelez la définition de la section, c'est une section lisse, c'est un champ de vecteurs lisse, bien sûr, hein, on définit une structure différentielle précisément pour pouvoir parler d'objets lisses, de champs lisses, de fonctions lisses sur la variété, et donc c'est une section, alors on note souvent sigma, c'est une application de M dans Tm qui, à chaque point P, associe un certain vecteur, donc un certain objet de TPM, c'est-à-dire un certain vecteur, mais il faut que ce vecteur soit un vecteur au point P, c'est-à-dire qu'il faut que pi rond sigma, donc pi étant la projection canonique, enfin la projection qui fait partie de la définition du fibré tangent, donc de l'espace du fibré vers l'espace de base, il faut que ça soit l'identité de telle sorte que le vecteur, enfin la valeur du champ de vecteur au point P est bien un vecteur au point P. Ok, donc on a des champs de vecteurs lisses et ce qu'on veut, c'est arriver à dériver des champs de vecteurs, à dire comment ils varient dans une certaine direction. Et donc pour ça, on a vu qu'on avait besoin d'introduire une structure supplémentaire, delta, une connexion, à partir de laquelle on fabrique une dérivée covariante, donc qui est précisément la dérivée d'un champ de vecteurs ou d'un champ de n'importe quel tenseur, une forme linéaire, etc. Et vous rappelez comment ça agit. Donc, d'abord, il y a des coefficients de la connexion. Alors, c'est des fonctions coefficients de la connexion. Je ne réécris pas tout en détail. Gamma, I, J, K, qui sont liés évidemment à une carte. Et d'ailleurs, on les a définis, on les a introduits dans une carte. Et donc la définition, c'est que donc on veut dériver un champ de vecteur y dans la direction d'un autre champ de vecteur x. Donc en chaque point, ce qui compte, c'est la direction. Donc en un point P, ça va être la valeur du champ de vecteur. Enfin, ça va être dans la direction, pardon, de x de P, hein, en chaque point. Donc ce qui compte dans la dérivée, c'est uniquement. Enfin, en chaque point, il y a une dérivée directionnelle du champ de vecteur, donc ça dépend comment ce champ de vecteur évolue d'un point à l'autre. Donc une dérivée, évidemment, ne dépend pas juste de la valeur de la fonction en un point, mais de son évolution. Donc ça, c'est un champ de vecteur. Mais ici, on peut dériver dans la direction, on dérive dans la direction d'un vecteur au point où on est.
Donc il y a une direction en chaque point. Alors si on met ici un champ de vecteur, ça va être en chaque point, on va dériver dans la direction du vecteur au point considéré. Donc ça c'est important, quelqu'un m'a posé la question sur, c'est vous tout à l'heure, sur la dérivée de Lie. C'est la différence avec la dérivée de Lie, peut-être on l'abordera. La dérivée de Lie va dépendre, ça ne va pas être dans la direction d'un vecteur à un endroit, ça va dépendre aussi de la manière dont le champ de vecteur par rapport auquel on dérive varie autour du point considéré. Donc, bon, différent. Ça, on y reviendra. Peut-être, si j'ai le temps d'introduire les symétries à partir de la dérivée de Lie, mais bon, on verra. Donc, ces coefficients de la connexion sont introduits dans une carte donnée de la façon très simple suivante. C'est que, donc, pour pouvoir dériver ça, on a vu les propriétés qu'on voulait sur Nabla. On veut que ce soit linéaire dans les... C infini de m linéaire dans cette variable-là. On veut que ce soit additif dans cette variable-là. Et puis, on veut que ça respecte la règle de Leibniz. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui? C'est possible de définir des dérivées contravariantes qui feraient passer un tenseur au rang R plus 1S, ou on définira que des covariantes? J'ai pas compris la question. Qui fasse passer un tenseur? On a vu que la dérivée covariante, elle fait passer un tenseur de rang RS à RS plus 1. Alors, la dérivée covariante dans une certaine direction x d'un tenseur de rang RS, ça, c'est un tenseur de rang RS. Ouais. Par contre, donc, le Nabla tout court, si on se donne un champ de tenseur x, donc un champ de vecteur, et un champ de tenseur de rang RS, alors ça, on peut prendre x et t et en faire Nabla x de t. De ce point de vue-là, d'accord, enfin, c'est une façon de... voyez. C'est l'ensemble qui est R. Oui, c'est ça. Donc ça, voilà. Enfin, j'ai dit un truc à un moment, j'étais même pas sûr d'avoir... Enfin, c'est ça le truc, hein, c'est qu'on en prend un de plus pour indiquer dans quelle direction on varie. Donc de ce point de vue-là, c'est S plus 1. Mais la dérivée covariante dans une certaine direction d'un tenseur, ça donne un tenseur du même rang. Ça, c'est important. Oui, donc, en particulier, il faut commencer par dériver un vecteur dans la direction d'un vecteur. Et c'est comme ça qu'on définit ces coefficients de la connexion. Donc, dans une carte X donnée, la dérivée covariante dans la direction d'un des vecteurs de base associés à la carte, d'un autre vecteur de base associé à la carte, donc la dérivée covariante de ce champ de vecteur dans la direction de celui-là, tout simplement, par définition des gamma. Ça, c'est donc la dérivée dans la direction d'un vecteur, c'est donc un vecteur, enfin, champ de vecteur. Et donc, ça peut s'écrire, le vecteur obtenu peut s'écrire dans la même base. Et donc, il y a une combinaison linéaire de ces vecteurs-là. Et évidemment, le vecteur résultant dépend de quel vecteur on a dérivé, dans quelle direction. Et la convention, c'est qu'on met le i, enfin celui par rapport auquel on dérive de l'autre côté. Je vous avais dit, il y a d'autres conventions, je prends celle-là. Mais vous pourrez trouver l'inverse. C'est pas grave quand on a une connexion sans torsion, puisque quand... la torsion est nulle si c'est symétrique et inversement. C'est un des exercices dans la feuille. Alors, voilà. Donc ça, il faut bien préciser que c'est dans la carte X. Donc vous voyez qu'on a le choix de dim n au cube, fonction complètement arbitraire qu'on peut définir dans une carte. Ce qu'on a vu par contre, c'est qu'une fois qu'on a une fois qu'on a choisi une connexion, donc choisir une connexion, c'est choisir dans une carte donnée
ces coefficients-là. Et ils peuvent être ce qu'ils veulent. Alors, il faut que ce soit lisse, évidemment. Ils peuvent être ce qu'ils veulent. Par contre, une fois qu'on a choisi une connexion en définissant, en choisissant ces coefficients dans une carte, évidemment, il faut que quand on change de carte, ce soit bien la même connexion. C'est-à-dire que lorsqu'on dérive, le gamma IJK dans la carte Y doit être relié d'une certaine façon au gamma IJK dans la carte X, de façon à ce que la dérivée d'un vecteur donné soit bien, dans la direction d'un autre, soit bien la même chose, quelle que soit la carte qu'on regarde, évidemment. Et donc on avait écrit simplement, on avait montré comment passer d'une carte à une autre. Hein, donc vous voyez que ça, ce coefficient-là, ce n'est rien d'autre donc que la kème composante du vecteur nabla des ronds sur des ronds xi de des ronds sur des ronds y. Pourquoi j'ai mis x là? Y, pardon, c'est x bien sûr, il n'y a que la carte x ici. Donc on dérive l'un des vecteurs de base par rapport à un autre et on prend sa kème composante. C'est ça, gamma k, c'est ça gamma k de gamma k ji. Et donc, on peut le représenter, bon là j'ai changé les indices, le point clé c'est qu'en fait, donc là ça va être la im composante que j'extrais en prenant des xi, c'est la im composante de nabla dans la direction k du vecteur j. Voilà, donc c'est vraiment ça. Ah, si je mets y, ça ne va pas. Si je mets x, voilà. Maintenant, justement, si je mets y, ici, ça va être, gamma y de ijk, c'est pareil, ça va être, j'extrais la composante i, mais dans la carte y, donc ça va être ça. Nabla, je dérive le vecteur j, mais dans la base y, dans la direction du vecteur k, mais dans la base y. Voilà. Et en remplaçant, en disant que ce vecteur-là, c'est une combinaison de celui-là, que celui-là, c'est une combinaison de celui-là, et que celui-là, c'est une combinaison de celui-là, on avait obtenu la formule qui fait passer de l'un à l'autre. Donc, je pense que vous l'avez, c'est pas la peine que je la réécrive. Et si je vais la réécrire quand même, parce que pour faire le commentaire qui s'impose, que j'avais déjà fait, mais il faut qu'on se rafraîchisse un peu la mémoire. Donc on obtient que, alors, gamma, je l'avais fait dans quel sens? Voilà, c'est ça, gamma y, i, j, k. Alors, ça commence par une transformation de type tenseur, i, je vais dire A, B, C. Alors, de type tenseur, c'est-à-dire, j'ai un indice en haut, je mets la nouvelle carte en haut, I sur dx A. Un indice en bas, je mets la nouvelle carte en bas, donc ça va être le y qui est en bas, B, J, et là c'est xb, et puis un indice en bas, je mets la nouvelle carte en bas, xc, voilà, donc, d'accord. Si j'avais ça, ce serait une transformation, un changement de carte pour un tenseur, mais ce n'est pas juste ça, justement. Il y a ensuite quelque chose qui ne fait pas intervenir les gammas, donc des ronds yi sur des ronds x n'importe quoi, p, d2 xp sur des ronds j, des ronds yk. Bon. Donc ça, c'est bien de le retenir. Mais ça se retrouve simplement en pluguant là-dedans l'expression, le changement de base. Et donc la particularité ici, c'est que vous voyez que ces gammas ne forment pas les composantes d'un tenseur. C'est vraiment très important. Et c'est-à-dire que vous pouvez avoir gamma, les coefficients gamma qui sont nuls dans une carte, par exemple dans la carte X,
ils ne vont pas être nuls dans la carte Y. Dès lors que ça, c'est pas nul. Et donc, si vous faites un changement de variable qui est linéaire, c'est-à-dire tel que les dérivées secondes, le passage d'une carte à une autre, soit 0, alors, effectivement, si vous avez des coefficients de la connexion qui sont nuls dans une carte, ils seront nuls aussi dans l'autre, si le changement est linéaire. Mais si le changement n'est pas linéaire, ce ne sera pas le cas. Alors, ces coefficients de la connexion sont ceux par quoi la dérivée covariante diffère des dérivées partielles. Vous vous rappelez comment on dérive typiquement un vecteur, nabla dans la direction i d'un vecteur vj, ça va être, alors, donc ça c'est dans la direction d sur dxi, je note comme ça, des fois on met juste le i, mais c'est mieux de le faire comme ça parce qu'on comprend ce qui se passe. Donc ça c'est, alors, c'est la jm composante de la dérivée du champ de vecteur v dans la direction d sur dxi, c'est la dérivée partielle de la composante j, plus gamma j k i, toujours en dernier, la direction dans laquelle on dérive, de vk. D'accord ? Donc, il y a la dérivée partielle des composantes du vecteur, mais plus ce terme correctif qui est nul quand les coefficients, enfin voilà, qui est nul quand les coefficients de la connexion sont nuls. Mais sinon, la dérivée, si vous dérivez un vecteur, il ne suffit pas de dériver ses coordonnées. D'accord ? Il faut rajouter un terme. Ce qui est complètement évident, hein, encore une fois, si vous utilisez dans le plan euclidien les coordonnées euclidiennes, c'est-à-dire que vous définissez un champ de vecteurs comme étant Vx, Ux, plus Vy, Uy, donc en chaque point x, y. Si vous dérivez ce champ de vecteurs par rapport à n'importe quoi, le long d'une courbe, vous allez dériver ces composantes, et puisque ux et uy sont les mêmes partout, par définition de la base cartésienne, bon ben c'est tout. Mais si vous écrivez que le vecteur c'est vr, ur, plus vθ, uθ, c'est-à-dire qu'en chaque point, vous prenez la base ur, uθ, qui n'est pas la même en chaque point, justement. En chaque point, il y a un certain ur et un certain uθ. Évidemment, si vous dérivez ce vecteur, vous allez dériver les composantes, mais vous allez aussi dériver UR, puisque d'un point à l'autre, le UR n'est pas le même. Le UR ici, il est comme ça, le UR ici, il est comme ça. Donc la dérivée de UR, vous le savez d'ailleurs, ça fait moins Uθ, enfin moins θ, point Uθ, etc. Et puis la dérivée de Uθ, ça fait du moins UR, enfin pardon, la dérivée de UR, ça fait du Uθ, la dérivée de Uθ, ça fait moins UR. Donc c'est complètement évident que quand on dérive un vecteur, il ne suffit pas de dériver ses composantes. Il faut dériver ses composantes et dériver le vecteur en question. Ben justement, les gamma, c'est la dérivée du vecteur dans la direction d'un autre. Voilà. Donc, même sur un espace courbe, il n'est pas possible, c'est ce qu'on dit depuis le début, il n'est pas possible de trouver un champ de vecteurs qui soit le même partout, enfin de définir des vecteurs en chaque point. Et justement, ça n'a même pas de sens de dire qu'un vecteur ici, c'est la même chose qu'un vecteur là. Donc il est clair que dans un espace courbe, vous allez avoir, enfin les fonctions gamma sont indispensables. Dans un espace plat, il est vrai qu'on peut trouver un certain système de coordonnées tel que tous les gamma soient nuls. Alors, par exemple, donc un système de coordonnées, donc une certaine carte, dont les vecteurs de base associés sont par exemple donc ux, uy, pour une carte cartésienne ici. Il est possible, donc dans un espace plat, il est possible de trouver une certaine carte, donc une certaine base de vecteurs, telle que ces coefficients soient nuls.
Très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'ils le sont dans toute carte. Au contraire, parce qu'en vertu de cette loi de transformation, si vous faites un changement de coordonnées qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire tel que les dérivées secondes sont non nulles, eh bien, dans la nouvelle carte, vous allez avoir des coefficients de connexion qui sont non nuls. Et c'est le cas en coordonnées polaires. Donc, c'est le deuxième exercice de la feuille. Oui. On a vu qu'on ne pouvait jamais représenter gamma comme un tenseur. Ouais. Mais est-ce que, par exemple, si on se fixe pour chaque direction de l'espace, est-ce qu'on peut représenter gamma sous forme matricielle avec une sorte de matrice de changement, enfin de passage Oui, alors pour chaque, de matrice de passage. Par exemple, si on se fixe sur X, ouais. on peut définir gamma comme une matrice de transformation. Vous pouvez. Qui donnerait les coordonnées. Oui, vous pouvez définir pour chaque coordonnée, effectivement. Ça, alors, oui, ça va être une matrice NN, enfin, si vous êtes. En dimension 2, ça va être une matrice de 2. En dimension 3, ça va être une matrice 3. Oui, ça, vous pouvez représenter les choses comme ça. Et c'est une des choses, d'ailleurs, que je vous demande dans l'exercice, dans le plan, justement, représenter, donc on prend les coordonnées R θ, hein, on passe en coordonnées polaires, et on peut représenter la matrice gamma R IJ, ça va être une certaine chose, avec 4 nombres, et puis gamma θ IJ. Voilà. Et une fois qu'on a donc les coefficients de la connexion dans la carte dont on parle, alors on peut faire tous les calculs qu'on veut. C'est facile de dériver les vecteurs. Il suffit d'ajouter le terme qui va bien. Voilà. Et dériver les covecteurs, vous vous rappelez, hein, c'est la seule chose quand on dérive les covecteurs, c'est alors dériver d'un covecteur. Je vais prendre oméga dans la direction toujours sur des xi par exemple, et que je prends ensuite. Alors, je dérive un covecteur, donc c'est un covecteur. Il y a donc une composante en bas, mettons J. Et donc ça, c'est pareil, c'est la dérivée des composantes, la dérivée partielle des composantes, par rapport à xi, très bien, comme d'habitude, enfin, comme toujours. Plus, alors c'est pas plus un terme, si l'indice est en bas, c'est moins, mais ça va être moins le même terme, donc gamma, alors I, par rapport auquel on dérive toujours derrière, oui, J ici, et puis K et oméga K. Voilà. Ouais. Donc on ne peut pas se tromper. Et si vous avez un tenseur avec un tenseur de rang RS, vous allez avoir R plus et puis S moins construit exactement de la même façon. Voilà, donc si même dans un espace euclidien, même dans un espace plat, où vous pouvez trouver une carte telle que tous les gammas soient nuls, si vous faites un changement non linéaire, par exemple le passage de xy à rθ, ne serait-ce que des coordonnées polaires dans un plan à 2 dimensions, ça va vous faire apparaître des gammas qui sont non nuls, dont il faudra tenir compte pour faire la dérivée. Ça, c'est non linéaire, évidemment, hein, puisque vous avez x qui est r cos θ, donc évidemment, on est très très loin de la linéarité. Ok, alors, ceci étant, je crois qu'on en était là, il me restait juste un point à faire sur cette... je voulais donner l'exemple des coordonnées polaires, mais justement, c'est dans la feuille, donc voilà, vous le ferez tranquillement. Je voulais rajouter c'était un petit E d'après mon décompte, mais je ne suis pas sûr de l'avoir respecté. Ça va être le tout dernier petit paragraphe. Je vais effacer ça, de ce chapitre, sur les coordonnées normales. Donc même dans un espace plat, on peut avoir des composantes non nulles de la connexion suivant la carte qu'on choisit. Inversement, cependant, quel que soit l'espace et quelle que soit la connexion, enfin donc quelle que soit la variété avec connexion qu'on considère, coordonnées normales, on peut trouver des coordonnées particulières, appelées coordonnées normales, telles que les gammas soient nuls en un point. Je n'ai pas dit nul dans un voisinage d'un point, dans quel cas, pour ça, il faudrait que l'espace soit plat au voisinage d'un point, mais quelle que soit la variété, quelle que soit sa forme,
enfin sa forme, si vous l'imaginez plongée dans un espace euclidien plus grand, mais donc quelle que soit la connexion, quelle que soit la variété, quelle que soit sa courbure, etc., on n'a pas encore parlé de courbure, mais ça viendra, il est possible de trouver des coordonnées telles que les gammas soient nuls. Donc, est-ce que je vous en fais la démonstration? Peut-être, vite fait. Pas je vais vous donner la carte en question. Donc, en quelque sorte, c'est un théorème. Vous avez une variété avec sa topologie, avec sa structure différentielle, et vous avez défini dessus une certaine connexion. Alors, à condition que la connexion soit sans torsion. Et je vous rappelle, on avait dit qu'une connexion était sans torsion si gamma ijk égale gamma i kj. Je ne sais plus si je l'avais dit, la différence de deux connexions, en revanche, est un tenseur. Parce que si vous avez une autre connexion, je crois que je l'avais dit, non? Non, ça ne vous dit rien? Si vous avez une autre connexion gamma tilde, Mathilde, c'est joli, gamma tilde comme ça va se transformer de la même façon avec le gamma tilde à BC par rapport à X, plus ce terme-là. Ce terme-là ne dépend pas de gamma. Si je fais ça moins ça va, dans la carte X, je vais passer à la carte Y, je vais avoir ça moins ça qui vaut ces facteurs-là fois ça moins ça, et puis ça moins ça s'élimine, ça ne dépend pas de gamma. Donc vous voyez que la différence de deux connexions, les coefficients sont les composantes d'un tenseur pour le coup. Ça se transforme en un tenseur si je fais la différence. Le terme qui fait que ce n'est pas un tenseur disparaît. Donc maintenant c'est un tenseur. Donc si vous avez une connexion sans torsion, c'est-à-dire telle que ça moins ça égale 0, d'accord? Eh bien, ce sera vrai quelle que soit la carte. Si les coefficients sont symétriques dans les deux indices du bas dans une certaine carte, alors ils le sont dans toutes les cartes, puisque c'est un tenseur. Quand c'est un tenseur, si le tenseur est nul, il est nul. Il est nul dans toutes les cartes. Parce que la transformation, pour passer d'une carte à une autre, est linéaire. Si vous avez un truc nul, il reste nul dans toutes les cartes. Donc, cette différence-là, si elle est nulle dans toutes les cartes. Donc c'est pour ça qu'on peut parler d'une connexion sans torsion. On peut la définir par cette propriété de symétrie dans une carte donnée, mais ce sera vrai dans toutes les cartes. Oui. Et pour moi, ce que ça veut dire, enfin, sans tension, c'est juste ça. Ouais. Mais c'est quoi C'est quoi la torsion? Ouais. Alors, l'intuition de la torsion, évidemment, on a l'impression que quand on dérive, en fait, ça tourne. Il n'y a pas de... C'est pas très clair d'avoir une représentation géométrique de ce que c'est, mais c'est l'exercice, c'est le dernier, l'exercice 5. Vous verrez le tenseur de torsion est défini proprement. Je voulais le faire en cours, mais je pense qu'on va, vous verrez, c'est bien défini. Bon, je peux juste écrire sa définition si vous voulez. Donc, c'est un tenseur de rang 1, 2 qui prend donc une forme linéaire, enfin un covecteur, un champ de covecteurs et deux champs de vecteurs, et qui est défini comme étant oméga appliqué à, je le donne là, donc c'est nabla dans la direction x de y, donc dérivée covariante de y dans la direction x, moins dérivée covariante de x dans la direction y, moins dérivée, pardon, moins le crochet de l'I de X et de Y, ou ça, oui, non, ah, ouais, ou ça, c'est un champ de vecteurs. Alors c'est justement ça, la dérivée de l'I, ça c'est la dérivée de l'I de Y dans la direction X.
c'est le commutateur, si vous voulez, commutateur de x et y. Donc vous prenez deux champs de vecteurs et vous en faites un autre champ de vecteurs. Ça, c'est un champ de vecteurs. Quel champ de vecteurs? Alors un champ de vecteurs, ça agit sur les fonctions. Eh bien, c'est le champ de vecteurs qui, sur une fonction f, donc dans C infini de m, donne x appliqué à yf. Hein, donc vous faites agir y sur f, donc ça vous donne une nouvelle fonction. Hein. Un vecteur sur une fonction, ça vous donne une fonction. Enfin, un champ de vecteur un vecteur sur une fonction, ça vous donne un point, mais un champ de vecteur sur une fonction, ça vous donne. Pardon, ça vous donne un point. Je ne suis pas bien réveillé. Un vecteur sur une fonction, ça vous donne un nombre, et donc un champ de vecteur sur une fonction, ça vous donne une nouvelle fonction, puisqu'en chaque point, ça vous donne un nombre. Et donc, vous pouvez à nouveau agir par un vecteur, ça donne ça, moins y, le champ de vecteur y, appliqué au champ de vecteur x agissant sur f. Donc, c'est un commutateur de champ de vecteur qui est défini comme ça. Eh bien, la torsion, c'est ça. Alors, de là à sentir ce que c'est géométriquement, si vous regardez sur Internet, vous allez voir beaucoup de gens qui prétendent expliquer la signification géométrique de ce truc-là. J'ai rien trouvé de convaincant. En général, les gens agitent les mains en disant machin, ça tourne, mais c'est pas clair. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas clair. Enfin, c'est parfaitement bien défini, il n'y a pas de problème. Et donc, je vous fais calculer, je vous fais montrer dans l'exercice que ça, c'est bien un tenseur. C'est-à-dire, ça veut dire quoi un tenseur? Ça veut dire que c'est multilinéaire. Ça veut dire que si vous multipliez ça par une fonction quelconque, dans C infini de m, ça donne f fois la même chose. Et pareil sur chaque slot, puis si vous faites la somme, etc. Donc c'est ça un tenseur. Donc il suffit de le faire, mais c'est utile de le faire. Vous pouvez effectivement montrer que ça c'est un tenseur, et vous pouvez regarder ces composantes dans une certaine base, et vous allez voir que ces composantes, enfin dans une certaine carte, vous allez voir que ces composantes font intervenir ce truc-là. Et donc, ça explique pourquoi on dit que la torsion est nulle quand on a ces deux choses, enfin, quand on a ça qui vaut 0. Voilà. Donc, Alors, vous avez une question? Et du coup, est-ce que la torsion, ça a à voir avec le caractère de polaire ou axial du vecteur par rapport au canon dérivé? Non. Okay. Non. Enfin, la notion de vecteur axial, vous voulez dire qu'il, dans une réflexion, se transforme en l'opposé de... Non, on n'a pas parlé de ces notions-là. Enfin, tous les champs de vecteurs, c'est des vecteurs au sens plein du terme. Ce qu'on appelle vecteur axial, c'est pas un vecteur, justement. Quand vous faites intervenir des epsilon ijk, des choses comme ça, quand vous faites des produits vectoriels essentiellement. Non, c'est rien à voir avec ça. En tout cas, que je sache. Peut-être que... Je vous dis, personnellement, j'ai pas de représentation claire de ce que c'est que la torsion en termes géométriques. Autant la courbure, c'est clair, on va l'introduire tout à l'heure. Vous faites un transport parallèle et puis vous revenez au même point et le vecteur a tourné, tout ça, c'est géométriquement clair. La torsion, j'avoue que personnellement, je n'ai jamais trouvé quelque chose qui m'a convaincu. J'ai vu des gens qui agitaient les mains, mais... bon. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Moi, j'en connais pas. Et je suis très très loin de connaître tout. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, alors le théorème en question, oui, on a dévié là-dessus sur la torsion, mais oui, c'est parce que pour que le théorème s'applique, il faut supposer que la connexion est sans torsion. Donc, si la connexion est sans torsion, alors il existe, donc en général, dans une carte X, enfin, ouais, je vais le dire comme ça. Il existe une carte X autour de chaque point, enfin, soit un point P, soit P dans M, un certain point P. Il existe une carte X telle que P soit couvert par la carte, telle que gamma dans cette carte X
IJK, pour tous les gamma, au point P, soit nul. Voilà le théorème. OK. Bon, très bien. Alors, et vous voyez tout de suite pourquoi il est important que la connexion soit sans torsion. Parce que si elle avait une torsion, vous pourriez pas... Oui, la partie antisymétrique des coefficients est un tenseur. Donc vous ne pouvez pas l'éliminer. Oui, si elle est non nulle dans une carte, elle est non nulle dans toutes les cartes. Vous voyez? C'est ça, c'est toujours la même idée. Hein? Ça vous parle, ça, antisymétrique comme ça? Vous connaissez ce signe? Non? Ah, bon, ok. On définit... Bon, non, je ne l'introduis pas maintenant, peu importe. Je croyais que vous aviez vu ça en théorie des champs, mais si ce n'est pas le cas, il n'y a aucun problème. Ouais. Oui. U, c'est un voisinage, donc c'est un ouvert. Donc ça, c'est une carte. C'est une carte donc, qui fait partie de l'atlas. Par définition, une carte, c'est c'est une application d'un certain ouvert. Donc j'ai la variété, j'ai un certain point P, j'ai un certain ouvert U, et ça me permet d'aller dans Rn, de U dans Rn. Hein, mais simplement, ça peut, dans une variété, il n'y a pas nécessairement une carte qui couvre toute la variété. Vous pouvez avoir besoin d'avoir plusieurs cartes qui se chevauchent les unes les autres pour couvrir toute la variété. Mais les cartes sont définies sur des ouverts. Oui? Le théorème, il implique l'existence d'un seul P. Non, non, quel que soit P, il existe une carte telle que dans cette carte-là, en ce point-là, les coefficients sont nuls. Si la même carte donne des coefficients nuls en chaque point, alors là, on a un espace plat. Mais donc, je n'ai pas encore parlé de platitude ni de courbure, mais le théorème, c'est que vous pouvez vous débrouiller, vous pouvez trouver une carte pour qu'au point que vous voulez, les coefficients soient nuls. Mais dans le point d'à côté, ils ne seront pas nuls. D'accord? Pas nécessairement, en tout cas. Alors, pour le montrer, c'est simple. Vous prenez une carte... Est-ce que ça va prendre un tout petit peu de temps? Allez, je vais peut-être le faire quand même. Je ne sais pas. Allez. Ok, on le fait vite fait. En tout cas, je vous indique comment faire. C'est utile de manipuler ça permet de se faire un peu la main. Donc, on va prendre une carte Y, VY, donc P dans V aussi. C'est simplement un ouvert de la variété, tel que gamma, dans la carte Y, IJK soit non nul. Enfin, s'ils sont nuls, ça y est, on l'a trouvé. Donc sinon, j'en prends une au hasard et elle n'est pas nulle. Très bien. Et je me débrouille pour que dans cette carte-là, Y de P soit 0, 0, 0. C'est-à-dire, je choisis l'origine de la carte sur P. Très bien. Et l'idée, c'est de construire la carte U. Donc, je cherche une carte UX dans laquelle gamma X IJK, je veux que ce soit nul. Et alors, comment je construis cette carte? Je la construis par la fonction changement de carte suivante. Voilà, telle que la composante I, donc au point P1, P2, Pn, les coordonnées du point P. Donc ça, c'est les coordonnées du point P dans la carte Y, d'accord, hein, puisque je prends Y-1 de ça. Là, je suis dans Rn, ça, c'est dans Rn. Donc, je suis là-dedans. Et donc, les coordonnées du point P dans la carte Y, c'est ça. Je pourrais l'appeler Y1, Y2, Yn, mais c'est pour préciser qu'il s'agit du point P. Et donc, je définis la carte qui,
au point dont les coordonnées dans la carte Y sont P1, Pn, attribue les coordonnées suivantes, Pi, moins 1 demi. J'ai préparé à l'avance, hein, parce que ça ne s'intuite pas comme ça nécessairement, mais vous allez voir comment ça marche. Donc, gamma dans la carte Y, I, J, K, PJ, PK. Donc, vous voyez ce que je fais? Je fais un changement de coordonnées, hein, tout simplement. Ça, P1, Pn, c'est les coordonnées dans la carte Y. Et je fais un changement de coordonnées. Au point P1, Pm, je lui attribue les coordonnées P, enfin, donc pour la coordonnée I, la voici. La coordonnée I du point P, dont les coordonnées dans la carte Y sont P1, Pn, sont dans la carte X, ça. Très bien. Donc vous voyez que je fais une transformation non linéaire. Évidemment, si je fais une transformation linéaire, on l'a vu, je ne vais pas changer gamma. Donc c'est sûr que je dois être non linéaire. Donc je mets un truc d'ordre 2, ça va être le plus simple. Et je vais me débrouiller. Enfin, je vais montrer que, que dans ces coordonnées-là, gamma x égale 0. Gamma dans la carte X de IJK égale 0 dans cette carte-là. Alors, faisons-le. Je vais appliquer ça. Ah oui, alors sauf que c'est à l'envers. Je vais changer les x en y ici. Alors, je change x en y. Ah, ça change tout. Ok, x, y, c'était pas malin. Alors effectivement, j'insère une petite vidéo là pour refaire le calcul, parce que dans le cours, je m'y suis pris à l'envers, et donc ça a un peu cafouillé, on va gagner du temps, je le refais là rapidement. Donc l'idée, c'est bien de se servir de la relation qui indique comment passer des coefficients de la connexion dans une carte X à ceux dans une carte Y. L'idée de le faire par un changement de carte qui s'écrit comme ça. Donc ça, c'est la fonction de transition de carte pour passer des coordonnées du point P dans la carte Y, donc dans la carte Y pour coordonnées P1, P2, Pn, aux coordonnées dans la carte X, les coordonnées étant donc X rond Y-1 de P1, Pn, c'est-à-dire cette chose-là justement. Donc c'est ça l'idée. Et simplement, ça a l'air de dire qu'on passe de Y à X, et donc je me suis dit, tiens, il faut changer, il faut mettre le Y là, le X là, le gamma Y étant non nul. En fait, non, l'astuce, c'est un petit piège que je me suis tendu à moi-même en préparant les notes, c'est que l'idée, c'est de donner la fonction de transition de carte par sa transition inverse. Hein, c'est-à-dire, là, en fait, je veux me servir de cette fonction, non pas pour passer de la carte Y à la carte X, mais pour passer de la carte X à la carte Y. Donc c'est pour ça que dans le cours, j'ai commencé à intervertir, c'est-à-dire mettre le X ici à partir du Y là, qui était non nul. Mais en fait, non, c'est bien ça que je veux, parce que je vais dériver 2 fois XR. Simplement, du coup, c'est cette carte-là, c'est dans la carte X qu'on a des coefficients qui sont non nuls, et je vais fabriquer une carte Y dans laquelle les coefficients sont nuls, au point P. Et donc, ce changement de carte, je le donne par cette fonction de transition qui a l'air de faire passer de Y à X, mais en fait, ça fait aussi passer de X à Y par la fonction inverse. Évidemment, les changements de carte sont inversibles, sont même C infini. Et donc, l'astuce, c'est de se donner le changement de carte par la carte inverse. Bref, tout ça pour faire le calcul. L'idée, c'est de calculer cette dérivée seconde. Et donc, c'est plus simple d'avoir directement XR en fonction des Y, enfin des coordonnées dans la carte Y, c'est-à-dire en l'occurrence des P1, Pn. Et puis ensuite, ça, il faudra inverser, mais ce sera facile à inverser au premier rang, on va voir comment on fait. Ok, donc l'idée, donc il n'y a pas à changer ça. En fait, dans le cours, j'ai changé ça, puis après, du coup, je me suis aperçu qu'il fallait aussi changer ça, puisqu'en fait, il ne fallait pas le changer au départ. Bref, je me comprends. Alors, donc allons-y.
on veut passer de cette carte à celle-là avec ce changement cette fonction de changement de carte. Donc je vais calculer ces termes-là, puis on va appliquer. Alors, d rond x r, oui, alors j'avais mis P dans le cours aussi, mais le P collisionne avec le... Enfin, P, c'est déjà l'indice P, enfin, P, c'est le point, donc voilà, changeons l'indice ici. Ok, donc dxr sur d rond y, alors je vais pas l'appeler J. Oui, alors ici c'est des indices muets, je ne vais pas prendre les mêmes que là, tant qu'à faire. Je vais appeler ça A, B, A, B. Ça n'a aucune importance, c'est des indices muets, mais vu que je dérive ici par des YJ, YK, ne nous trompons pas. Alors, ça c'est quoi non, du coup, des ronds J. Ça c'est quoi? C'est par définition, hein, c'est la dérivée dans la JM entrée de x rond y-1, la rème coordonnée. Je pourrais mettre le r ici, c'est pareil, la rème coordonnée dans la carte x. Et donc, dérivons ça par rapport à j, eh bien, enfin par rapport à la JM entrée, c'est-à-dire par rapport à PJ. Hein, si voilà, vous voyez l'intérêt de ne pas mettre des Y, c'est pas Y ici, c'est la variable, c'est PJ, très bien, donc, mais c'est la JM entrée. Donc je dérive par rapport à PJ, en fait, cette fonction-là, donc évidemment, d de PI sur d de PJ, c'est delta IJ, ok. Et puis j'ai ici, alors je me mets en dessous, moins 1,5 de gamma Y I AB. Alors vous voyez que le PJ, là j'ai une double somme sur A et sur B, donc le PJ ici, il est obtenu deux fois. Il est obtenu quand A vaut J, donc ça va être gamma JB, et à ce moment-là, on a PB, hein, quand A vaut J, et puis il est obtenu aussi quand c'est B qui vaut J, gamma Y, du coup A, J, toujours I en haut, quand c'est, on a dit quand c'est B qui vaut J, et donc, ben voilà, PA. Oui, bien sûr. OK? Et puis, vous allez me dire, il y a un terme au second ordre. Il y a du PJ carré ici, hein, mais je ne l'ai pas remis là. On a précisé qu'on choisissait une carte pour Y ou P1, PN, enfin tous les PI valent 0. C'est-à-dire que le point P dont on parle, on se met à l'origine de la carte. Donc, tous les termes du deuxième ordre, ça fait 0. Donc, voilà ce que donne dxr sur dyj. Donc là, alors, si on a une connexion sans torsion, c'est ça l'idée, ce terme-là, évidemment, c'est symétrique en bas, là, donc ça, on peut le réécrire, gamma i, y, j, a, donc toujours PA. Et à ce moment-là, B est un indice muet, A aussi, ces deux termes-là sont le même en fait. Donc moins 1,5, et ça fait juste moins une fois la chose. Donc je le réécris ici, d rond xr sur d rond yj, c'est donc delta i, pardon, oui, pardon, c'est R ici, hein, c'est le, pardon. Ah, c'est la RIM, là j'ai dérivé la IM, donc partout les I sont des R. Oups, excusez-moi, voilà. Ok, donc ça fait delta RJ. Ah, on le voit tout de suite, il y a des collisions d'indices. Là, s'il n'y a pas les mêmes indices à gauche et à droite, c'est qu'on s'est trompé. En général, c'est très facile d'aller remonter à l'erreur. Ok, donc d rond XJ sur d rond Y, pardon, d rond XR sur d rond YJ, c'est delta RJ moins gamma R. Alors, toujours dans la carte Y, gamma R, J, JA, PA. Voilà. Ok, très bien. Donc, on a la dérivée première et on peut passer à la dérivée seconde. D2 XR sur DYJ, DYK. Dans un sens ou dans l'autre, peu importe, hein, ça commute évidemment, c'est une fonction des variables ici.
Alors, si je dérive par rapport à la km coordonnée, c'est-à-dire pk, donc ça, évidemment, de toute façon, c'est une constante, ça vaut 0 ou 1, mais c'est une constante, donc ça fait 0. Et il me reste, bah, si je dérive ça par rapport à pk, en fait, il me reste très exactement moins gamma, dans la carte y, r, j, k, hein, puisque, voilà, je dérive par rapport à pk. Il n'y a que quand A vaut K que ça donne quelque chose, sinon ça fait 0, et ça donne, en l'occurrence, justement ça. Ok, donc on a ça, et par ailleurs, je peux effacer là, par ailleurs, on a aussi besoin de ça, mais en fait, on a justement choisi une carte telle que P1, Pn au point P, c'est 0, c'est 0, il y a des zéros partout. Par conséquent, au point P, on a dxr sur dyj au point P qui vaut, comme ça c'est 0, ça vaut simplement delta rj. Or, astuce, nous, ici, on veut la dérivée dans le sens, la dérivée partielle dans le sens inverse. Mais on sait que la dérivée inverse, enfin les dérivées dans le sens inverse, c'est la matrice inverse de ces dérivées-là. Hein. Vous vous rappelez les relations de passage en interchangeant la carte x avec la carte y, évidemment, on a la matrice de changement de base inverse, qui s'écrit donc exactement comme ça. Donc des ronds, alors là on veut des ronds yi sur des ronds xr. Ça, si vous voulez en matrice, c'est exactement la matrice je vais dire comme ça, je laisse des points là, ir, des ronds x points sur des ronds y points. Je sais pas, j'ai peur que ça vous perturbe ces points finalement, donc je vais laisser IR. En tant que matrice, c'est la matrice inverse de celle-ci. Alors, enfin, peu importe, RS juste pour pas, enfin, je sais pas, mu, nu, peu importe. C'est la matrice inverse, mais prise dans les coordonnées, donc, pardon, ça, moins 1, prise dans les coordonnées IR. Hein, voilà. Donc, en l'occurrence, c'est très simple, puisque cette matrice-là est la matrice identité, en fait, disons la matrice avec des 1, 1, 1 partout, delta ij, voilà, enfin 1, 1 sur la diagonale et 0 ailleurs. Et donc sa matrice inverse, c'est elle-même. Et donc, à nouveau, je peux écrire finalement que des ronds yi sur des ronds xr, ben, c'est aussi delta ir, en fait. Parce que c'est la matrice, enfin c'est la coordonnée IR de la matrice inverse de la matrice identité qui est elle-même la matrice identité. Hein, donc c'est très simple, on a delta YI sur delta XR qui vaut delta IR. Donc ça vaut delta IR, ok, très bien. Ça vaut ça, enfin ça vaut ça. Et il reste ces choses-là, mais justement tout ça c'est des deltas en fait. Hein, puisque que ce soit la matrice ou sa matrice inverse, à chaque fois c'est des deltas. C'était l'intérêt de ce changement en se mettant au point 0, comme ça tous les termes du deuxième ordre disparaissent, et donc on a juste un changement linéaire. Au premier ordre, c'est juste la coordonnée x, c'est la même que la coordonnée y correspondante. Donc on a des delta ij partout, donc ça fait, si vous voulez je l'écris en toutes lettres, ça fait delta ia, ça fait delta bj, ça fait delta ck. Quand on multiplie là, bah, ça remplace les A par des I, ça remplace les B par des J et les C par des K. Donc finalement, on a le bilan de tout ça, c'est simplement que gamma I, J, K dans la base Y, c'est, alors, donc je remplace les A par des I, enfin oui c'est ça, donc ça fait gamma dans la carte X, I, J, K, I, JK, hein, je remplace A par I, B par J, C par K, c'est ça. Plus le terme ici, donc plus delta IR fois ça, et ça, on a vu que c'était, alors en fait, moins
delta IR, gamma dans la carte Y, R, J, K. Et donc ça, en fait, tout ça, c'est gamma I, J, K, je remplace I par R, et donc j'ai ça moins ça, et donc ça fait 0. Voilà. C'est QFD, donc c'était assez simple, mais encore fallait-il prendre le changement de variable dans le bon sens, ce qui n'a pas été fait tout à l'heure dans le cours. Donc voilà, je voulais insérer cette petite vidéo. On reprend la suite du cours. Bon, vous voyez, c'est laborieux, excusez-moi, mais en tout cas, c'est le cas. Vous pouvez, si vous faites ce changement, j'ai juste fait le changement inverse. Donc, si vous faites ce changement de coordonnées à partir d'une carte où le coefficient de la connexion sont non nuls, vous arrivez à des coefficients de la connexion qui sont nuls au point que vous avez choisi. Donc en chaque point, vous pouvez le faire, mais évidemment, vous ne pouvez pas le faire nécessairement sur un voisinage. Et il y a des obstructions à ça. Si l'espace n'est pas plat autour du voisinage, il n'y a aucune chance que vous trouviez un changement de coordonnées qui le rende plat. S'il n'est pas plat, il n'est pas plat. Bon, voilà, ça clôt le chapitre 4. Désolé pour ce cafouillage. On va passer au transport parallèle et à la courbure. Pas de questions là-dessus. Je pense que c'était suffisamment confus pour qu'il n'y ait plus aucune question qui reste. Désolé pour ça. Je crois que j'aurais pas dû me lancer dans la démonstration. C'est typiquement un truc qui se fait en exercice. Et là, je n'avais pas vérifié mon changement de variable avant de venir. Donc voilà. Allez, chapitre 5. Transport parallèle. Et courbure. Nous y voilà. Ok, donc, on l'a... Ah, j'en ai marre de ces stylos aussi. Bon. On l'a dit de nombreuses fois, il n'est pas possible de comparer un vecteur tangent en un point et un vecteur tangent en un autre point pour dire que ces vecteurs sont les mêmes. Mais pourtant, on a bien l'idée que, même à la surface de la Terre, il y a un sens à dire « je marche tout droit », ou il y a un sens, si je tends le bras dans cette direction, il y a un sens à dire que je garde le bras toujours dans la même direction lorsque je me déplace. D'accord ? Voilà, si je fais ça, là, je garde toujours mon bras dans la même direction. Et pourtant, en chaque point, je suis dans un nouvel espace vectoriel tangent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le bras est dans la même direction, alors que, enfin, donc, que cette direction est la même, alors que le vecteur représenté par cette direction ici et le vecteur représenté par la direction là ne peuvent pas être le même, puisque c'est déjà même pas dans le même espace. Ils n'appartiennent pas au même espace. Néanmoins, j'ai cette idée que, effectivement, si je me déplace à la surface de la Terre, par exemple sur un méridien, et que je pointe vers le sud, ben, je continue à aller tout droit et je pointe toujours vers le sud. Donc, c'est pas que c'est le même vecteur, mais il y a un sens à dire que ce vecteur ne change pas de direction néanmoins. C'est-à-dire que, alors, ça va être donné par la notion de dérivée covariante. L'idée, pour qu'un vecteur ne change pas de direction, c'est-à-dire qu'un vecteur ici et un vecteur là aient la même direction. Alors là, je les représente le long du méridien, mais je pourrais représenter dans une certaine direction. Si je me balade dans un méridien en pointant une certaine direction, il va y avoir un sens à dire que
le champ de vecteur en chaque point, du coup, en chaque point de ma trajectoire, je vais avoir un certain vecteur. Donc celui-là, celui-là, celui-là. En chaque point de la trajectoire, j'ai un certain vecteur. Il va y avoir un sens à dire que ce vecteur, c'est pas que c'est le même, mais c'est que sa dérivée est nulle. C'est-à-dire que je ne change pas de vecteur. Et alors, c'est pour ça qu'on va utiliser évidemment la dérivée covariante. Si j'ai un champ de vecteur, donc y en ce point-là, y en ce point-là, etc. Donc voilà le champ de vecteur y. Lorsque je me déplace dans la direction du champ de vecteur x, il y a un sens à dire que le champ de vecteur y ne varie pas dans la direction x. Par définition, c'est dire que nabla dans la direction x de y égale 0. Ça a un sens. J'ai un champ de vecteur y, j'ai un champ de vecteur x. Je peux définir, dans la direction ici du champ de vecteur x, la dérivée du champ de vecteur y. Et je vais dire que le champ de vecteur y est parallèlement transporté si, justement, en chaque point, sa dérivée est nulle. D'accord ? Alors, vous allez dire, bah oui, mais alors à ce moment-là, ça permet de dire que... Pourquoi pas aller jusqu'à dire que ce vecteur y, du coup, c'est le même que celui-là, puisque j'y suis allé, en partant d'ici, je suis allé jusque-là, avec un vecteur dont la dérivée est nulle tout du long. Donc on a envie de dire, bah, donc du coup, c'est le même vecteur ici. Oui, mais attention. Attention parce que si maintenant je change de direction, je vais par là, et je continue à transporter le vecteur parallèlement à lui-même, c'est-à-dire avec une dérivée nulle dans la direction où je vais, dans ma direction. J'obtiens un certain vecteur ici, ok. Donc vous allez dire, bah, du coup, c'est aussi le même que celui-là. Puis après, si je remonte comme ça, par exemple, je vais le transporter parallèlement aussi, comme ça. Et puis je vais me retrouver ici avec un vecteur qui n'est pas forcément le même qu'au départ. Et donc, c'est pas parce que la dérivée du vecteur est nulle tout du long que c'est le même vecteur. C'est pas le même vecteur. C'est un vecteur qui n'appartient pas au même plan tangent. Donc c'est pas le même vecteur. Ils ne sont pas dans le même espace. Il n'y a aucune chance que ce soit le même vecteur. Le vecteur ici et le vecteur là ne sont pas le même. La preuve, c'est que si je reviens là, et que là maintenant, je retrouve un vecteur au même point, donc dans le même espace, là je peux me demander est-ce que c'est le même ou pas. Eh bien, je peux très bien avoir fait un trajet comme ça où la dérivée du vecteur le long de mon trajet est toujours nulle, et pourtant j'arrive à un vecteur qui n'est pas le même au départ. Donc ça, c'est caractéristique de la courbure. Si vous êtes dans un espace plat, effectivement, si je suis sur le sol qui est plat et que je garde mon bras toujours dans la même direction, je peux faire tout le chemin que je veux. Si je reviens au point de départ, si je me suis déplacé de telle sorte que la dérivée de mon champ de vecteur, enfin la dérivée du vecteur dans le champ désigné par l'ensemble des vecteurs à toutes les directions, si cette dérivée est nulle, si je reviens au point de départ, je vais avoir le même vecteur. Dans un espace courbe, non. Donc l'exemple classique, c'est que vous partez ici du pôle nord, vous descendez tout droit avec un vecteur dans la direction du sud, voilà, vous descendez tout droit comme ça jusqu'à l'équateur. Et puis ensuite, vous vous déplacez le long de l'équateur, toujours avec une dérivée covariante nulle. Vous arrivez ici. Voilà. Et puis ensuite, vous remontez le long du méridien, donc toujours orienté vers le sud. Et vous vous retrouvez ici avec un nouveau vecteur qui manifestement, alors que je suis au même point, là je peux les comparer. Là, ça n'a aucun sens de dire que ce vecteur est le même ou différent que celui-là, ça n'a aucun sens. Je peux dire par contre que le long de la courbe, il ne change pas de direction au sens où sa dérivée covariante est nulle.
Et c'est effectivement ça qui se passe lorsque je descends plein sud. La direction de mon déplacement obéit à cette relation. Mais encore une fois, n'en déduisez pas que le vecteur à l'arrivée, c'est le même qu'au départ. Non, c'est un autre vecteur, mais c'est un vecteur que j'ai obtenu en ne changeant pas de direction le long de mon déplacement. C'est ça la notion de transport parallèle. J'ai transporté ce vecteur-là parallèlement à lui-même jusque-là. Puis je l'ai transporté parallèlement à lui-même jusque-là. Puis je l'ai transporté parallèlement à lui-même jusque-là. Et là, je peux comparer et je vois que ce n'est pas le même. Oui ? On peut toujours transporter parallèlement un vecteur, qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, effectivement, on peut toujours transporter parallèlement un vecteur parallèlement à lui-même le long d'une courbe. Donc, si vous avez une courbe gamma sur la variété, donc gamma de R dans M, en chaque point de la variété, cette courbe a un certain vecteur vitesse. C'est comme ça qu'on a défini les vecteurs dès le début. Et vous pouvez exiger que nabla, donc la dérivée covariante, dans la direction où vous vous déplacez, c'est-à-dire dans la direction de la courbe, du vecteur de votre vecteur, soit nul. Vous pouvez toujours faire ça. D'accord ? C'est-à-dire, vous direz par définition, un champ de vecteurs, X est dit parallèlement transporté le long de gamma comme ça, si, voilà, c'est la définition d'un vecteur parallèlement transporté. Évidemment, il faut que gamma soit une courbe lisse, hein, pour qu'il puisse définir une vitesse. Voilà. Donc ça, il faut que ce soit vrai en chaque point de la courbe. Voilà. Bon. OK. Voilà. Disons que c'est un premièrement transport parallèle. Enfin, ou définition. Premièrement, définition. Un champ de vecteur X est dit parallèlement transporté le long de gamma. Alors, donc, vraiment, ce qui est important, c'est de comprendre que le transport parallèle n'établit pas une identité entre un vecteur quelque part et un vecteur ailleurs. Et par contre, si le transport parallèle d'un champ de vecteurs le long de deux courbes différentes, gamma 1 et gamma 2, était identique, alors oui, effectivement, on pourrait décréter que le vecteur, le champ de vecteurs parallèlement transporté le long de la courbe permet d'identifier les vecteurs en chaque point de la courbe. Mais sauf que justement, si ça dépend de la courbe, et en principe ça dépend de la courbe, si ça dépend de la courbe, ça n'a aucun sens de dire que ce vecteur-là c'est le même que celui-là, puisque si j'étais venu par là, j'en aurais obtenu un autre. D'accord ? Donc vraiment, le transport parallèle est bien défini, voilà, mais il est défini le long d'une courbe. Vous ne pouvez pas transporter un vecteur d'un endroit à un autre, de façon générale. Vous pouvez le faire si vous spécifiez une courbe, alors voilà la procédure. Vous transportez parallèlement le vecteur le long de la courbe. Alors en fait, c'est un champ de vecteurs, parce qu'il faut qu'il y ait un vecteur en chaque point.
Donc la définition formelle, c'est ça. Un champ de vecteurs est dit parallèlement transporté le long de gamma si la dérivée covariante du champ de vecteurs en question dans la direction de la vitesse en chaque point est nulle. Oui? Mais ici, par exemple, pour la sphère, si je reproduis cette courbe n'importe où, j'aurai le résultat. Alors, vous faites une courbe comme ça, et vous prenez un vecteur et vous le transportez parallèlement à lui-même. Oui, vous allez revenir là et il va avoir une autre direction, je ne sais pas laquelle, une certaine direction. Et donc, effectivement, c'est ça qui va repérer la courbure. Si vous êtes dans un espace plat, vous allez revenir sur vous-même. Et là, vous voyez que, du coup, vous pouvez définir une structure affine dans un espace plat, c'est-à-dire en chaque point, vous pouvez définir un vecteur et dire que c'est le même ailleurs. Vous prenez 2 points, enfin c'est ce qu'on a vu au début, vous prenez 2 points, ça vous fait un vecteur. Ailleurs, vous pouvez mettre le même vecteur entre 2 autres points. À partir de n'importe quel point, vous avez un autre point tel que c'est le même vecteur. Mais si jamais... mais voilà, donc là, vous pouvez définir une structure affine sur l'espace complet. Mais si vous n'avez pas cette structure-là, néanmoins, il y a un sens à propager, à transporter parallèlement des vecteurs le long d'une courbe. Simplement, ça dépend de la courbe. Si ça en dépendait, donc du trajet suivi, si ça n'en dépendait pas, alors vous auriez la structure affine. Effectivement, vous pourriez identifier des vecteurs en chaque point. Vous pourriez vraiment identifier tous les espaces vectoriels tangents. Vous n'auriez plus besoin du fibré tangent, où il serait complètement trivial, ce serait le même vecteur partout. Si vous avez un champ de vecteurs, il n'y a pas de sens à dire que ce champ de vecteurs est constant, par exemple. Enfin, oui, non. Vous pouvez dire qu'il est constant le long d'une courbe, c'est-à-dire que sa dérivée covariante le long de la courbe est 0. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il est constant tout court. Ça ne veut rien dire, en fait. Donc c'est ça la notion importante. La connexion Nabla nous donne une notion de transport parallèle. Donc oui, le résultat de tout ça, c'est qu'une connexion sur la variété, sur M θ A, enfin MOA, fournit une notion de transport parallèle le long d'une courbe. Et on va définir tout de suite la courbure comme étant justement, enfin pas tout de suite, un peu après, la courbure comme étant justement ce qui mesure la variation, ce qui mesure le changement de vecteur lorsque vous faites un trajet le long d'une courbe fermée, en prenant une courbe de plus en plus petite, une courbe infinitésimale. La variation du vecteur entre quand vous êtes parti et quand vous êtes revenu, cette variation va vous donner, va être caractérisée par la courbure. On va définir la courbure à partir de cette variation sur une petite courbe fermée infinitésimale. Oui. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste prendre une forme générale et ensuite juste on regarde comment est-ce que le vecteur arrive sur l'autre vecteur? Par exemple, là, on voit que on a fait une sorte de triangle. Ouais. Ouais. Et on voit que les vecteurs, ils sont orthogonaux, par exemple. Ouais. Dans ce cas-là, ouais. Et du coup, on ne peut pas faire, genre, je prends le triangle et pour n'importe quel, je sais pas, je regarde dans l'espace, je fais un triangle. Et ensuite, ça me donnera une forme générale. Enfin, ça me donnera, je regarde les... Oui, mais si vous faites un petit... si vous faites une petite courbe, là, le vecteur, il va avoir à peine changé. Parce que là, d'ailleurs, je suis à la surface de la Terre. En fait, si je fais ça comme ça, ça va avoir à peine changé. En fait, ce qu'on montre, c'est que...
ça va être la définition de la courbure. Puisque vous posez la question, je le fais maintenant, mais on va le formaliser après. Si vous déplacez, vous avez des coordonnées, on va dire x dans cette direction-là, et puis y comme ça, par exemple. Vous déplacez, vous partez d'ici, vous déplacez le long de x, disons de delta x, je mets entre guillemets, parce qu'il n'y a pas des vecteurs déplacement, mais puis après vous vous déplacez de delta y, puis vous revenez là, vous faites delta x dans l'autre sens, et puis vous revenez là. Voilà. Eh bien, la différence entre les deux vecteurs va être proportionnelle à la surface ici, en fait. Donc il va y avoir à l'ordre le plus bas, un delta x, delta y. Donc le vecteur auquel vous arrivez, le vecteur final, on va dire, ou si vous voulez, la variation du vecteur, donc v final moins v initial, ça va être proportionnel à ça, fois la courbure justement, appliquée à votre vecteur. Et c'est ça qui va définir le tenseur du courbure. Je le fais proprement après, mais voilà, c'est ça. Effectivement, si vous faites localement, vous allez sentir... Enfin, si c'est courbé, mais évidemment, l'écart, pour avoir un écart là si grand, vous avez besoin de faire un grand tour. On peut montrer que localement, c'est proportionnel à la surface que vous avez enserrée. Voilà. Ça répond... Ouais. OK. Bon, alors donc, ayant défini le transport parallèle, vous voyez, c'est très simple, hein, c'est très naturel. Vous dites que quand vous vous déplacez, la dérivée du vecteur, du champ de vecteur dans la direction du déplacement est nulle. On ne peut pas faire plus simple. Et du coup, ça permet de définir, donc deuxièmement, courbe autoparallèlement transportée et c'est ça qui va nous permettre de définir une ligne droite, en fait. C'est quoi une ligne droite? Ou techniquement, donc, une courbe autoparallèlement transportée. Définition, c'est une courbe dont le vecteur tangent est lui-même parallèlement transporté dans la direction de la courbe. D'accord? Donc, gamma de R dans R est dite autoparallèlement transportée si, en tout point de la courbe, la dérivée covariante dans la direction de la vitesse est nulle. Et voilà. Donc, gamma en gamma de lambda. Quel que soit lambda. Ok, c'est simple, hein, c'est... Ouais. Par exemple, sur votre schéma, ouais. La courbe qui descend, elle est autoparallèlement... Effectivement, elle est autoparallèlement transportée. Puisque, enfin... Alors, oui, pardon. Juste là, celle qui repart après moi. Ça? Alors, en l'occurrence, si je suis à l'équateur, oui, parce que c'est-à-dire si je prenais le vecteur tangent de la courbe, mais si je m'arrête là, non. En fait, ce que vous voyez apparaître là, c'est que, enfin, disons, ce que vous dit votre intuition, c'est que les lignes droites sur une sphère, c'est les grands cercles. Donc ça, c'est un grand cercle, là, si je suis à l'équateur. Si je suis au-dessus, non. Mais ça, c'est un grand cercle aussi, un méridien. Et donc, c'est en fait une ligne droite sur le cercle. Mais maintenant, on comprend ce que ça veut dire, une ligne droite. Ça veut dire qu'elle est autoparallèlement transportée, c'est-à-dire que sa tangente
dans sa direction, enfin sa tangente, son vecteur tangent est parallèlement transporté le long d'elle-même, le long de la courbe elle-même. Ça veut dire exactement ça. Par exemple, dans le plan euclidien, le plan du tableau, alors attention, il y a une subtilité, c'est qu'une courbe, ce n'est pas juste une trajectoire. C'est l'application de R dans M. Donc il y a un paramètre, lambda donne gamma de lambda. On peut parcourir la trajectoire plus ou moins vite. Par exemple, enfin plus ou moins vite, c'est une notion qu'on n'a pas encore définie, mais je peux la définir à différents rythmes de paramètres. Vous vous rappelez, on avait insisté là-dessus. Si je parcours cette ligne-là avec un rythme de paramètres constant, c'est-à-dire que je suis dans le plan euclidien, donc j'ai une notion de distance, je peux dire je parcours la même distance pendant un même intervalle de paramètres. Grosso modo, donc si, par exemple j'ai ici lambda égale 0, ici lambda égale 1, lambda égale 2, voilà, je fais des intervalles réguliers. Le vecteur tangent, le vecteur vitesse, qui est un vecteur de l'espace tangent en ce point-là, le voilà. Enfin, par exemple, c'est une certaine taille. Ici, ça a la même taille, enfin partout, ça a la même taille. Et donc ça c'est bien une courbe autoparallèlement transportée. Maintenant, si je parcours la même trajectoire, mais à un rythme de paramètres, là, mettons, là j'accélère, et puis là je ralentis, puis je réaccélère, etc. Ça, c'est pas autoparallèlement transporté. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que le vecteur vitesse ici, il est comme ça. Ici, il est beaucoup plus grand. Ici, il est tout petit. Et donc, ce n'est pas vrai que la dérivée du vecteur vitesse dans la direction de la vitesse, elle est nulle. Parce que là, ça augmente. Alors par contre, donc, il y a une notion qu'on emploie parfois pour désigner ça, c'est la notion de autoparallèle tout court, pas autoparallèlement transporté. On n'utilisera que autoparallèlement transporté, mais juste pour vous le donner, ce serait quoi la différence? Donc comment désigner ça? Eh bien, ce serait la dérivée covariante de la vitesse dans la direction de la vitesse, c'est un certain multiple de la vitesse. D'accord? Vous comprenez l'idée là. Donc c'est une notion qu'on peut définir, mais qui n'a pas spécialement d'intérêt parce que, en fait, vous pouvez toujours reparamétrer la courbe. Si vous avez une trajectoire, vous pouvez toujours trouver un paramètre tel que la courbe soit autoparallèlement transportée, lorsqu'elle est autoparallèle juste en ce sens-là. En prenant... puisque, en fait, on va le voir, parce qu'on va écrire l'équation d'autoparallèle, mais en reparamétrant, justement, en ralentissant là où vous alliez trop vite et en accélérant là où vous n'alliez pas assez vite, vous comprenez bien que vous pouvez choisir le bon paramètre de telle sorte qu'on ait vraiment une courbe autoparallèlement transportée, c'est-à-dire ça. Hein. D'accord? Enfin, pour l'instant, je fais appel à votre intuition, mais on va voir. Un reparamétrage peut modifier, peut permettre d'annuler ça si vous avez quelque chose comme ça. Inversement, si vous avez une courbe parallèlement transportée, si vous changez le paramétrage, vous pouvez la rendre non autoparallèlement transportée. Et on verra si vous faites un changement linéaire de paramètres, si vous avez une courbe autoparallèlement transportée et vous faites un changement linéaire de paramètres, c'est-à-dire que lambda, vous en faites un lambda tilde qui vaut A lambda plus B, en fait, on le sent bien, ça ne va pas changer ce caractère-là d'autoparallèlement transporté, tant que c'est linéaire ici.
Hein, simplement, si le paramètre c'est le temps, du coup la vitesse est bien la vitesse au sens ordinaire, la distance parcourue par unité de temps, hein, toujours dans le plan euclidien. Et vous voyez bien que si vous faites un changement comme ça sur le temps, ça va rester vrai. Ça veut dire que vous changez le 0 de l'horloge, et ça, c'est le A, vous changez l'unité de temps. Mais la vitesse sera toujours la même, elle sera mesurée dans une autre unité, mais soit. Hein. Donc, un changement de paramètre comme ça ne modifie pas le caractère parallèlement transporté. Ok, bon, il n'y a pas d'autre chose à dire que ça, voilà la définition. Alors maintenant, le point clé, ça va être d'écrire dans une carte l'équation d'une courbe autoparallèlement transportée, c'est-à-dire, on va traduire ça dans une carte. Alors, allons-y. Donc, vous voyez qu'avec tout ce qu'on a introduit jusqu'à présent, la notion de droite est en fait très très simple. On peut définir une droite dans un espace courbe. C'est une courbe dont le vecteur tangent ne varie pas le long de la courbe. On ne peut pas faire plus simple, enfin, c'est tout à fait naturel. Et on voit qu'on peut effectivement donner cette définition-là. C'est-à-dire on peut l'écrire, enfin, on a donné un sens à cette chose-là, alors même que, oui, qu'on ne peut pas identifier deux vecteurs en deux points différents. Mais le long d'une courbe, oui. Okay. Alors, donc, ça doit être un troisièmement. L'équation dans une carte, tout simplement. Ok, oui. C'est juste une question bête, mais c'est non autoparallèlement, c'est attaché ou c'est non autoparallèlement? Non, c'est non autoparallèlement transporté. Elle n'est pas autoparallèlement transportée. Ouais. Ok, alors, pour pouvoir l'écrire et que ce soit clair, on va faire un rappel. Donc,